Parfois, tout commence comme une histoire de maternité heureuse. Une grossesse pleine d'amour, d'impatience, de petits bonheurs quotidiens. Et puis un jour, quelque chose bascule. Le corps se met à tirer la sonnette d'alarme. Le cœur s'accélère, les chiffres montent, les jambes gonflent, la tête tourne. On parle d'hypertension, d'œdème, de protéines dans les urines. Et ce mot brutal qu'on n'oublie jamais, prééclampsie. Pourtant, elle reste encore méconnue, entourée de peur, de culpabilité et de solitude. Dans cet épisode, Tiffany nous ouvre les portes de son histoire, celle d'une femme qui a frôlé le pire, qui a vu la vie tenir à un fil et qui a décidé de transformer cette épreuve en mission. Elle nous parle de sa peur, de son accouchement précipité, de la séparation, mais aussi de la force incroyable qu'elle a trouvée pour se relever. Aujourd'hui, elle accompagne à son tour d'autres femmes pour que plus jamais une mère ne se sente coupable d'avoir été malade. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Ma grossesse, avant que les premiers signes apparaissent, en fait, elle se passait hyper bien. J'avais envie de faire complètement différemment que ma première grossesse. Ma première grossesse, voilà, c'était faite en clinique, avec suivi gynéco. Là, pour cette grossesse-là, je voulais un suivi sage-femme parce que pour moi, c'était plus chaleureux. Et aussi, je voulais accoucher à la maison. Et tout se passait super bien pour cette grossesse. J'ai commencé à avoir de l'œdème après avoir commencé à prendre cette tisane. Personne n'y avait prêté attention. C'est moi, en revoyant les photos, je me suis dit: «Waouh, il est dégonflé». Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, ma sage-femme s'est mise en arrêt maladie. On était début octobre, je devais accoucher, le 21 novembre et donc là, j'ai eu peur, très peur, en me disant: «Mais où est-ce que je vais donner naissance à mon bébé?» Parce que je voulais pas retourner à l'hôpital. En parallèle, heureusement, j'avais une autre sage-femme, qui me suivait, pour, une préparation à la naissance via l'aptonomie. J'avais choisi ça parce que je trouvais ça super agréable et je voulais inclure mon partenaire dans la préparation à la naissance et du coup, elle a repris le suivi. Quand on a été donc une semaine après que ma sage-femme, s'est arrêtée, donc on avait eu une séance d'aptonomie avec elle. Elle a repris le suivi et puis en cabinet, j'avais de l'hypertension, donc elle m'a conseillé d'aller, à l'hôpital. Faire un monitoring de contrôle. Je dis: «OK, allons-y, hein». Comme je savais pas quel hôpital choisir, j'hésitais entre l'hôpital, proche de chez moi et l'hôpital qui avait un plateau technique dans lequel ma première sage-femme accompagnait des couples aussi, pour ceux qui voulaient pas accoucher à la maison et du coup, on a choisi l'hôpital à côté de la maison et en fait, il y a eu des signes du destin, on va dire, qui nous ont invités à aller, dans cet hôpital. J'ai fait le monito de contrôle, tout se passe bien, des analyses, de sang et d'urine à faire, ensuite en laboratoire et au moment où on sort, on va dans l'ascenseur, on appuie sur le 0, on arrive au quatrième. Le quatrième étage de cet hôpital, c'est l'étage où ma grand-mère est décédée, il y a 7 ans avant. Je me suis rappelé aussi que la DPA, ce qui était prévu pour ce bébé-là qui était dans mon ventre, correspondait, à la date du décès de ma grand-mère. Donc on a choisi cet hôpital-là pour donner naissance. Donc ensuite j'ai fait les analyses, RAS non plus. Donc ensuite 15 jours après, de nouveau séance d'aptonomie au cabinet de la sage-femme. De nouveau, hypertension et puis, de nouveau monito de contrôle RAS et puis analyse, de sang et d'urine à faire derrière et ensuite le laboratoire appelle. Il me dit que les analyses sont pas bonnes, que je dois aller à l'hôpital. J'en sais pas plus. J'appelle l'hôpital, ils me disent de venir le lendemain. Le lendemain, donc l'hôpital me garde pour faire une analyse, d'urine sur 24 heures pour, la recherche de protéinurie. À la suite de l'analyse, là, l'hôpital me dit: «On vous garde, vous faites une prééclampsie, on va vous déclencher». Parce que le taux était 10 fois pire que celui du labo. Donc au final, j'ai pas réellement eu, de symptômes qui m'ont alertée par rapport à ça. Et la prééclampsie, disons que c'est un enchaînement, parce que personne ne vous dit rien. Les œdèmes, l'hypertension, les protéinuries sont vraiment les symptômes de la prééclampsie, mais à l'époque, je le savais pas et personne n'a alerté. On fait de l'hypertension, on va à un monito de contrôle. Pourquoi, comment, on sait pas trop. Lors, de l'annonce du diagnostic, j'ai pleuré. Quand on vous dit: «Vous faites une prééclampsie, on vous déclenche» et que là, tu es enceinte, tu sais pas
du tout. Tu arrives à l'hôpital, OK, tu fais juste une analyse. Tu t'attends pas à ce qu'on te garde, à rentrer à l'hôpital et à ressortir avec ton bébé dans les bras, en fait. Même si au fond de moi, j'avais dit à mon homme, avant de partir à l'hôpital: «Tu prends la valise de maternité». Heureusement, elle était prête. Enfin voilà, ce fut un choc parce que je voulais pas être déclenchée. Déjà pour ma première, j'avais un risque parce qu'elle est née après la DPA. Donc le jour où elle est née à 3 heures du matin, à 8 heures, il voulait me déclencher et donc là, j'avais peur du déclenchement et bah, là, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de passer par là. Parce que si j'aurais attendu la DPA, bah, moi et mon bébé, on serait plus là aujourd'hui. Le plus difficile, c'est juste le fait que mon corps n'a pas été capable de mener la grossesse à terme. Pourquoi? Pourquoi mon corps, me fait ça? Pourquoi mon corps n'est pas capable de de faire en sorte que mon bébé aille à terme? C'est difficile, en fait. Et puis on se retrouve seul. Enfin, mon bébé s'est retrouvé en couveuse, c'est après la sortie de maternité, on m'a proposé un suivi psychologique, mais pendant rien du tout. Enfin, on sait pas c'est quoi cette maladie, les symptômes, on nous les explique pas. On se retrouve avec un petit bébé dans les bras, enfin ou plutôt sous couveuse, séparés, pas dans la même pièce, heu, pas dans la même unité. J'étais en maternité, elle était en néonat. Enfin, voilà, c'est extrêmement dur du coup d'être séparée de son bébé parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Ouais, c'était très, très difficile au final. Tout était compliqué. À cette période-là, on se demandait enfin, on vit dans l'instant présent, tu penses pas au lendemain, donc c'est compliqué. Grâce à ma première, j'ai découvert un maternage et donc là, je savais que, fallait à tout prix le mettre en place. Donc ne pas pouvoir toucher mon bébé, le prendre dans mes bras pendant quelques jours, c'était très difficile. On m'appelait, dès qu'il fallait la nourrir parce que je l'allaitais, mais un bébé qui pleure, c'est un bébé qui est déjà très, très faim. Forcément, c'était difficile de la voir comme ça pleurer et puis bon, je l'ai allaitée, mais je dormais pas avec dans la même pièce, c'était pas possible. Le lien d'attachement, ce qui s'est fait tout de suite, ça veut dire que c'est un peu compliqué, à travers une paroi en plastique. Mais heureusement, elle est restée une petite semaine seulement en couveuse et après, ça a été portage, 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 portage. Tout le temps en porte-bébé, entre tétée et porte-bébé, c'est comme ça que ça a fonctionné. Il y a que la nuit qu'elle était dans son lit cododo et encore, c'était un lit cododo, heu, qui se posait dans le lit des parents, donc elle dormait entre moi et mon homme et je pouvais pas me séparer d'elle. Trop peur, qu'il m'arrive quelque chose. Elle était toute petite, ouais 42 centimètres et 2,4 kg. 2,4 kg avant la couveuse, hein, 2 kg 100 après. Donc c'était vraiment un petit gabarit, c'était tout fragile et je sais que la famille, se plaignait un petit peu parce qu'ils voyaient juste une touffe de cheveux dépasser. Il était hors de question que les gens la prennent dans les bras plus que ça quand c'était le moment pour elle de dormir ou quoi, c'était non, non, c'est il fallait qu'elle retrouve, pour moi, les sensations qu'elle aurait dû avoir dans le ventre. C'était important pour moi qu'elle soit collée à moi. Psychologiquement, j'ai été voir une psy avec qui on a pu échanger, mais ça s'est plutôt bien passé parce que finalement, j'avais mon bébé vivant dans mes bras, donc voilà. C'était déjà du passé, dernière anouf, tout ça. Donc ça allait beaucoup mieux. Mais bon, j'étais fatiguée, c'était un bébé qui naît prématurément, ça mange toutes les 2 heures. Donc la première semaine, elle mangeait toutes les 2 heures et à la maison encore, au début, elle mangeait encore toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. C'était très fatigant, très prenant. Heureusement, j'avais mon homme qui était là et qui est super quoi, parce que, enfin voilà, j'avais juste à m'occuper de mon bébé, rien d'autre à faire et ça, c'était super. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on fasse pour mieux m'accompagner à ce moment-là, d'avoir juste des personnes plus présentes, de peut-être des membres de la famille, des amis, ou à l'époque, je connaissais un petit peu, mais sans plus, le métier de doula. Donc avoir une doula, proche de soi, pour aider à tout, quoi. J'aurais tellement qu'on m'explique que les symptômes aussi de la maladie et c'était quoi le risque. Ça aurait peut-être rien changé, mais je pense que savoir que l'hypertension risque d'entraîner la prééclampsie, risque d'entraîner un déclenchement, ben, c'est mieux de le savoir
que d'arriver direct à l'hôpital: «Bon, vous faites une prééclampsie, on vous déclenche». C'est peut-être pas une préparation psychologique comme on peut dire, mais c'est quand même intéressant de quand même pouvoir, avoir connaissance de ça, parce qu'on n'en parle pas. Personne n'en parle. Toutes les femmes avec qui j'ai pu converser m'ont dit: «Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon corps a fait ça à mon bébé? Mon corps m'a trahi. J'ai pas été capable. Pourquoi j'ai pas été capable de faire vivre mon bébé, hein?» J'ai discuté avec des femmes pour qui le bébé est décédé parce que né beaucoup trop tôt. C'est beaucoup de ces messages-là et la réponse, du monde médical, c'est souvent: «C'est comme ça, on n'y peut rien, ça arrive souvent à une première grossesse», moi on me l'a dit aussi, ça peut être dû à un changement de partenaire, enfin voilà, on sait pas et du coup c'est très difficile et très compliqué. De toute manière quand la maladie est là, c'est hospitalisation donc on rentre, dans l'urgence, dans le système médical, c'est suivi psychologique ap obligatoire après. Pour les femmes qui vivent actuellement une prééclampsie, j'ai envie de leur dire: «Surtout, rien n'est de votre faute. Ce n'est pas votre corps qui vous a trahi, c'est juste que vous saviez pas». C'est dingue parce que la prééclampsie, c'est une maladie, quand on voit les témoignages des femmes, quand on écoute les femmes parler, bah, c'est quelque chose de dramatique. D'horrible qui se passe et on sait pas, on voit pas comment faire autrement. J'ai des femmes, elles veulent plus avoir d'enfants à cause de ça, avec qui j'ai pu discuter et en fait, moi, pour moi, la prééclampsie, ça a été une force. J'ai décidé que je voulais comprendre cette maladie parce que j'avais envie d'avoir un troisième enfant, mais j'avais aussi envie de comprendre pourquoi j'avais été touchée et heu et c'est grâce à cette envie de comprendre, qui m'a permis en fait, de retomber enceinte, d'accompagner d'autres femmes et de mieux comprendre surtout le fonctionnement du corps de la femme enceinte. En fait, mon grand rêve, pour ce monde, c'est que la prééclampsie, ben, elle soit vue autrement. Qu'on puisse aider vraiment les femmes enceintes à avoir une alimentation adaptée pour éviter la prééclampsie, le diabète gestationnel, le retard de croissance in utérine, décollement du placenta et cetera. Naissance prématurée forcément et en fait mon rêve, peut-être utopiste mais tant pis, c'est que la prééclampsie passe en dessous de la barre des 2 dans le monde entier.